Hello ma beauté. Comme tu le sais déjà, moi, c'est Tess. Dans ce podcast, on va parler de l'expatriation au féminin, mais pas version guide pratique. Des récits vrais, puissants, inspirants et sans filtre, qui j'espère vont te booster et t'inspirer. Bienvenue dans Girls in Expat. Aujourd'hui, j'accueille Émilie Fledrich. Elle a 47 ans, est psychologue et expatriée à La Haye aux Pays-Bas depuis maintenant 15 ans. Son parcours est celui d'un réalignement progressif, car avant d'être psychologue, Émilie était une ingénieure aguerrie. La vie, ses imprévus et l'expatriation ont fait tourner son quotidien à 100 à l'heure. Malgré des conditions d'expatriation en or, elle ne se sentait pas à sa juste place. Alors, comment garder l'équilibre et son identité de femme quand tout va beaucoup trop vite ? Dans cet épisode, Émilie nous livre à cœur ouvert les événements et les déclics qui lui ont permis d'avancer et d'affirmer la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle nous rappelle de ne jamais s'oublier en expatriation et surtout d'apprendre à cultiver la tolérance à l'incertitude. Je te laisse avec l'épisode et te souhaite autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à échanger avec Émilie. Je te souhaite une bonne écoute et je te dis à tout à l'heure. Coucou Émilie. Salut Tess. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Merci d'être venue jusqu'à la maison pour qu'on puisse enregistrer cet épisode. Ça me fait super plaisir de t'accueillir ici à la maison. Alors, tu as un parcours super intéressant, je trouve. Je suis très contente que tu sois venue parce que aujourd'hui tu es donc psychologue. Tu vis à La Haye, mais de base, tu étais ingénieur. Est-ce que tu peux un petit peu, de base, nous remettre dans le contexte et commencer par me dire, comment tu t'appelles, quel âge tu as, de qui se compose ta famille, et voilà, s'il te plaît. Alors, merci de m'avoir invitée. Ma biographie. Donc moi, je suis née dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, à Lens. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence dans un petit village de 5000 habitants, entre Lens et Arras. Donc voilà, j'ai fait mes études dans le village et ensuite collège et lycée sur Arras. Après, j'ai fait une classe prépa, du coup, dans le même lycée, donc toujours dans le Pas-de-Calais. Et suite à cette année de classe préparatoire, donc maths sup, comme on appelle ça, j'ai eu un concours et je suis rentrée en école d'ingénieur. Donc j'ai fait l'école des mines de Douai, finalement toujours dans le Nord. Pourquoi tu es allée vers cette voie ? Bonne question. Parce qu'aujourd'hui, tu es psychologue, ouais. Et en fait, tu es allée sur ce parcours d'ingénieur. Voilà, je fais partie de ces gens, comme beaucoup, qui au lycée savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire sûr. Après. J'ai été plutôt bonne élève, voire très bonne élève, un peu dans toutes les matières. Aussi bonne en littérature qu'en matière scientifique. Et donc, ne sachant pas exactement quoi faire, mes parents m'ont dit « t'es bonne en maths, tu vas faire maths sup ». C'est comme donc, ça que ça oui, s'est ok, t'y es allée, mais un petit peu... J'y suis allée parce que je savais que ce serait pas trop compliqué pour moi. Je pense que ça rassurait mes parents, donc ça m'enlevait aussi cette pression parentale que peuvent avoir certains ados. Et il y avait une certaine facilité, quoi. Et puis après, une fois qu'on est sur des rails, une fois qu'on rentre dans l'école, c'est assez difficile de se faire virer, quoi. Donc une fois qu'on y est, on va jusqu'au bout. Et l'expatriation, ça a toujours été quelque chose en toi ou... Ouais, je pense que l'expatriation... Bon, on n'y est pas encore, on va y venir. Mais parce que je me rappelle que lors de notre premier call, tu me disais, non mais moi, à 4 ans, je chantais dans ma chambre en anglais, je rêvais même d'un prince charmant anglais. Enfin, c'est quelque chose qui a toujours été en toi, ou non, pas spécialement. Ouais, ça a toujours été en moi et sans explication, parce que c'est pas comme s'il y avait d'autres membres de ma famille qui étaient à l'étranger, ou enfin, personne parle anglais, personne. Donc ouais, ça a toujours été là sans que je puisse vraiment l'expliquer. Bon, je tiens à préciser que je parlais pas anglais quand j'avais 4 ans, je parlais yaourt, mais je croyais que je parlais anglais. Oui, mais c'est l'intention qui compte, ça. Voilà. Le reste, il vient après, tu vois. Et oui, donc du coup, tu me dis, tu prends après cette voie raisonnable en devenant jeune adulte d'aller vers un parcours d'ingénierie. Ta première expérience professionnelle, comment ça se passe ? Mal. Bon, correctement au début.
Et puis, au bout de 1 an à peu près, ça commence à faire, donc je me souviens plus exactement. Mais au bout d'1 an, là, il y a commencé à avoir des problèmes. Le jour où je suis arrivée au boulot avec un piercing, j'avais un piercing au niveau de la lèvre inférieure. Et enfin, faut dire que voilà, j'avais une vie professionnelle qui était très différente de ma vie privée. Mon copain de l'époque, c'était un musicien dans le milieu punk. Voilà, donc c'était très différent. Mais ouais, non, c'est un premier boulot, t'as à peine 23 ans, t'es un peu naïf. En tout cas, moi, je pense que j'étais un peu naïve. Ça met une claque, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais. Mais en toi, tu t'es pas dit, t'as dû forcément te remettre en question sur tes compétences ou sur ta qualité professionnelle? Non. Moi, je sais que je me pose la question, quoi. Je pense que... On peut douter de soi, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en soi, ça n'a rien à voir avec... J'ai plutôt douté du monde de l'entreprise plutôt que de douter de moi. Ah, ouais, c'est bien. Je pense que je peux souffrir d'autres choses, comme notamment d'anxiété. Mais le manque de confiance en soi et une faible estime de soi, j'ai eu des épisodes, mais en règle générale, je suis plutôt à l'aise par rapport à mes valeurs et claire par rapport à ce que je fais. Donc ça m'a pas trop perturbée. En 2007, qu'est-ce qui se passe? En 2006 même. Ah, c'est en 2006? Parce que, je crois que tu fais une rencontre. Alors, je rencontre à nouveau, disons, quelqu'un que j'avais croisé pendant mes études d'ingénieur. Donc, un garçon, un homme, qui est... À quelle occasion? À l'occasion du gala de l'école, de notre école d'ingénieur. D'accord. Genre d'événement auquel je ne participais normalement jamais. Mais cette année-là, j'étais fraîchement célibataire. Et je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas. Donc le petit copain punk, lui, voilà, il était parti, il était out. Il était out, okay. Mais ça, c'était une séparation qui s'était faite... la jeunesse, voilà. Non, et puis on était tous les deux OK pour dire que l'histoire était arrivée à sa fin. Donc il n'y avait rien de traumatique dans cette séparation. Et ouais, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je suis jamais allée. Donc j'ai pris une copine avec moi, et puis arrivé au gala, je tombe sur ce donc c'est le gala des mines de Douai. Le gala des mines de Douai. D'accord. Ouais. Et donc c'est quelqu'un que je connaissais, qui n'était pas vraiment un ami, mais qui était une bonne connaissance, on va dire. On n'est pas de la même promo, il était de la promo inférieure, donc il a 1 an de moins que moi. D'accord. Et puis, voilà, quoi, la soirée se passe, et puis à partir de là, on se met ensemble. Ouais. Ce qui me plaît, là, ce que je vais dire, c'est des réflexions que je me suis faites après coup, pas des réflexions que je me suis faites sur le moment. Sur le moment, j'ai pas forcément pensé grand-chose. Ça n'a pas été le coup de cœur? Non, absolument pas. D'accord. Je pense qu'il était rassurant. Il était rassurant parce qu'il était stable. Lui, il travaillait comme ingénieur aussi, du coup. Il avait un bon boulot. Il était, voilà, il cochait un peu toutes les cases. Physiquement, il me plaisait, évidemment. Il a un sale caractère, mais il peut être aussi très marrant. Il est assez sympa. Donc c'était, je pense qu'il cochait les cases et correspondait à quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là, qui était une forme de stabilité, parce que ma vie professionnelle, etc., était un peu chaotique. Parce que j'étais en remise en question, du coup, de ingénieur, est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Et donc j'étais en train d'explorer d'autres choses à ce moment-là, notamment le journalisme. Et du coup, oui, ça arrivait un petit peu comme quelque chose un peu comme un phare, quoi. Tu vois, un truc un peu solide qui tient. Et ce qui s'est passé, c'est que très très rapidement, sans que ce soit prévu, je suis tombée enceinte au bout de 2 mois de relation, quelque chose comme ça. 2 mois après te mettre avec lui? 2 mois après le gala. Attends. Donc tu le rencontres au gala. Ouais. Bon, on se connaissait déjà du coup. Oui, d'accord. Mais donc au gala, vous décidez de vous mettre ensemble. On commence à sortir ensemble. Voilà, vous datez. Et 2 mois après le gala, du coup. Ouais. Donc ta première rencontre avec lui, même si tu le connaissais, là tu tombes enceinte. Ouais. D'accord. Sachant que moi, à ce moment-là, j'étais dans le Nord, donc sur l'île, et lui, il était sur Angers.
Donc dans une autre Ouais. région en plus. Sacrée nouvelle, là, quand même. Il y a un sentiment un peu d'étrangeté, un truc un peu bizarre, un peu comme une forme d'état de choc aussi. T'as quel âge à ce moment-là? Donc là, à ce moment-là, du coup, j'ai 25 ans. T'as 25 J'ai pas ans. encore 26 ans, puisque j'aurai 26 ans Ok. l'octobre suivant. Mhm. Donc, assez jeune en plus. Oui. Dans notre génération, des gens qui font des études supérieures, qui font des masters, des écoles d'ingénieurs, etc. Oui, Très c'est vrai souvent, que ça vient maintenant, plus ils tard. sont plutôt parents pour la première fois à la trentaine. Oui, donc c'est vrai que de base, sans que ce soit prévu, tu sors déjà un petit peu de ce cadre Ah bah ouais, classique. ça c'est quelque chose qui nous a poursuivis après pendant des années. On était toujours en décalage par rapport à nos amis, on était les seuls à être parents, alors que les gens autour de nous commençaient seulement à tester les relations sérieuses. Je vois bien. Mais bon, c'était plutôt drôle et je pense que ça nous a jamais posé problème. Et qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Quand tu sais, tu apprends que tu es enceinte, que ça fait 2 mois que vous êtes ensemble? Se pose évidemment la question de qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire Oui. est-ce que cet enfant on le garde, est-ce que ça fait sens, donc la question de l'avortement, c'était compliqué parce que c'est pas un truc qu'on imagine vivre un jour. Enfin, on se prépare pas à ce genre de choses, quoi. Et je me souviens qu'on est allés ensemble au planning familial à Angers, il me semble, parce que j'étais venue le voir. Et arrivé au planning familial, il y avait beaucoup d'adolescentes dans la salle, des jeunes filles de 16 ans, 17 ans qui étaient enceintes. Et on s'est regardés et on s'est dit non, on peut pas. Ah oui. C'est pas possible. Tous les deux, vous êtes regardés. Tous les deux, je pense qu'on a eu le même sentiment de... Voilà, on a 25 ans, enfin 24 ans pour lui, on est ingénieur. Moi, à ce moment-là, je travaille pas comme ingénieur, mais j'ai quand même le diplôme. Oui. Lui, il a un boulot stable, etc. Donc, on s'est dit non, c'est pas possible, quoi. C'était votre décision. Ouais, à ce moment-là, c'est devenu rien que l'idée de rester dans ce planning familial pour faire le rendez-vous. Ça avait plus de sens, en fait. Donc, on est parti et puis on n'a jamais fait le rendez-vous. Mais je me souviens que, pour répondre un peu à ta question de tout à l'heure, ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que j'étais enceinte avec certitude, donc après les prises de sang, avoir appelé ma mère et lui avoir dit tu vas être grand-mère et rassure-toi, le papa, il est normal. C'est le mot que j'ai utilisé, normal. Dans le sens où... La pression parentale est quand même beaucoup présente, c'est dingue. Normal dans le sens où c'est un ingénieur, il a un travail, il est stable, en comparaison aux musiciens punk instables. Est-ce que, déjà, quand tu me décris la scène où il te regarde et avec toi, il te dit... On va le garder, on va y arriver. Enfin, moi, je trouve ça hyper fort, hyper courageux. Ouais. Surtout quand, vous êtes jeune et ça faisait pas longtemps inconscient, que vous étiez un ensemble. Petit peu. Oui, mais j'ai envie de te dire, de toute façon, pour faire des enfants, faut avoir une part d'inconscience, je crois. Faut être un peu fou. Et du coup, j'ai déménagé pour emménager. Vous gardez cet enfant, vous déménagez. Donc, on prend un appartement ensemble. Moi, je déménage de Lille à Angers. Et donc, on très rapidement, on vit ensemble, quoi. D'accord. Tu accouches où? J'accouche à Angers. D'accord. Ouais. Et après, vous bougez? Et après, on bouge assez rapidement sur Paris, en région parisienne, dans un premier temps, parce que lui, il avait trouvé un nouveau boulot à La Défense. Et moi, j'étais en congé maternité. D'accord. C'était difficile. J'ai vraiment des souvenirs compliqués de Poissy, d'être toute la journée dans cet appartement qui était vraiment, je vais pas dire vétuste, ce serait exagéré, mais vraiment pas super. Dans une cité qui était pas super, avec un bébé, lui qui était, il travaillait toute la journée, jeune. Il y avait pas de famille autour de nous parce que sa famille est pas de région parisienne, mes parents sont pas en région parisienne. Donc on a eu quelques mois vraiment compliqués, quelques mois où moi j'ai vraiment enchaîné crise d'angoisse sur crise d'angoisse. J'avais jamais mis des mots dessus vraiment, mais je souffrais déjà de troubles anxieux depuis l'âge de 12 ans. Ah d'accord. Ouais. D'accord, oui, donc... je me souviens très clairement de ma première crise de panique à l'âge de 12 ans, le soir.
Et j'en avais pas parlé à mes parents et j'ai tout gardé pour moi. Quand on devient maman, il y a tellement de choses qui ressortent, c'est un truc de malade. Bah ouais, il y a un phénomène qu'on appelle la transparence psychique en psychologie et qui fait que quand on est enceinte, c'est un peu tous les mécanismes de défense qui tombent et il y a plein de choses qui remontent et c'est vraiment une période de vulnérabilité. Ouais, la grossesse et après derrière le postpartum qui sont vraiment une période de vulnérabilité psychologique, ouais. Vous y restez combien de temps ? Alors, Poissy, on n'y reste pas très longtemps. Le temps que je trouve un job. Et donc, je trouve un job comme ingénieur études et recherches dans une entreprise qui s'occupe de faire de la certification environnementale pour les logements. Là, c'était assez intense, on va dire, parce que entre déposer le petit chez la nounou dans le 15e, du 15e aller travailler dans le 6e, le soir reprendre les transports en commun, métro, etc. pour récupérer son enfant, rentrer chez soi et en plus assez rapidement... Le rythme parisien, chérie. Le rythme parisien et en plus assez rapidement, donc en 2008, puisqu'elle est née en 2009, je suis tombée enceinte une deuxième fois. Ok. Donc tu as eu ton deuxième enfant à Paris. J'ai eu mon deuxième enfant. Alors, j'étais enceinte à Paris, mais j'ai accouché là où mes parents habitent. J'ai accouché dans le nord de la France. Ok. Ouais. Oui, donc Paris, à 100 à l'heure. Est-ce que tu sens que c'est une vie qui te correspond ou... Non. Comment tu te sens finalement dans tout ce tourbillon avec l'arrivée de ton deuxième enfant ? Effectivement, Paris est une ville qui va très vite. Ouais, surtout quand on a 2 enfants en bas âge. C'est ça, c'est-à-dire qu'on fait pas la même expérience que quelqu'un qui a, donc à l'époque j'avais 28 ans, qui n'a pas d'enfant, qui peut profiter de des musées, des spectacles, etc. quoi. Encore ce sentiment de décalage un petit peu. Ouais. Bah ouais, parce que les gens autour de nous, des collègues qui deviennent des amis ou des amis d'avant qui vivent sur Paris et qui nous disent ah tiens ce soir on va à tel endroit ou on va au resto. Et nous on peut pas avoir cette spontanéité. Non, parce que en fait, les enfants, ouais. Parce qu'il y a les enfants et puis parce que même si on gagne correctement notre vie, on n'est pas non plus on peut pas se permettre des babysitters ou ce genre de choses. Enfin c'était quand même assez limite financièrement, quoi. Enfin, on était clairement pas, on roulait pas sur l'or, quoi. Ouais. Vous en discutez ensemble ? Est-ce que vous décidez peut-être de changer de vie, de faire quelque chose finalement face à cette situation qui peut-être vous correspond pas ? Alors c'est quelque chose dont on avait déjà discuté auparavant. Il parle très bien allemand et il a toujours été intéressé par l'expatriation, si possible en Allemagne. Mais en fait, quand on a commencé à se renseigner, il n'y avait pas trop de postes en Allemagne et il y a un poste qui s'est ouvert à l'Office européen des brevets aux Pays-Bas et pour lequel il a postulé. D'accord. Et il a été pris, notamment parce qu'il parle très bien allemand. Et donc voilà, on a dit banco et ça faisait pas partie des pays qui étaient sur la liste, on va dire. Hein. C'était Allemagne ou Scandinavie du coup, parce que moi c'est des pays qui m'intéressent. Mais bon. Pays-Bas, pourquoi pas, quoi. Ok. Ouais. Donc, vous décidez de partir aux Pays-Bas ? Ouais, on décide de partir aux Pays-Bas. Et donc, on arrive aux Pays-Bas début février 2010. Littéralement, le lendemain de s'être mariés. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec le mariage ? En fait, on était pacsés. Et par rapport à son boulot, à lui, donc son nouveau boulot à l'Office européen des brevets, qui reconnaissait pas le Pacs à l'époque, je sais pas, ça a peut-être changé depuis, pour que moi je sois couverte au niveau des mutuelles et tout ça, il fallait qu'on soit mariés. D'accord. Et on a appris ça un peu à la dernière minute. Et donc on s'est pointé à la mairie d'ici les Moulineaux, on a fait un peu le forcing. On a besoin de se marier. Voilà, c'est ça. On part dans 3 semaines, on a besoin de se marier, est-ce que vous avez de la place ? En insistant un petit peu, ils nous ont trouvé un créneau et donc on s'est mariés littéralement le samedi alors qu'on partait aux Pays-Bas le dimanche. Oh la vache. Attends, mais moins de 24 heures... 24 heures avant de partir. 24 heures avant de partir. Incroyable. Et donc, en fait, c'était le mariage... Mais en fait, vous avez dit on se marie parce qu'en fait, il le faut par nécessité, par besoin, il faut qu'on se marie. C'était un mariage qui n'était pas un mariage... Qui n'était pas prévu.
voilà, prévu. C'était un mariage administratif. On s'est pointé à la mairie. La dame à l'accueil nous dit mais ils sont où les mariés? Je dis bah c'est nous parce qu'on était habillés normalement. Tu devais être contente, non, finalement, même si c'est un peu en last minute, tu te maries, c'est quand même un bel événement. Ouais, non, je sais pas forcément. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis pas, bon, j'ai de beaux enfants, ils sont en bonne santé, je me marie, et en plus, je pars à l'étranger. Alors, je veux dire, le cadre photo, il est quand même joli à ce moment-là. Alors, tu vois. les enfants et le départ, oui, mais en toute honnêteté, le mariage, ça n'a jamais été un rêve de me marier, donc c'était pas. Enfin voilà, okay. ça, je m'en fichais un petit peu. Il fallait le faire, peu. donc vous l'avez fait. Voilà. Et... J'ai jamais rêvé d'un beau mariage en blanc, ou ça faisait pas partie de mes rêves d'enfance. Mais oui, le côté 2 enfants, un garçon, une fille, le choix du roi, comme ils disent en région parisienne. et une expatriation. Et l'expatriation dans un pays qui a l'air relativement sympa, surtout dans des conditions hyper privilégiées. Parce que l'Office européen des brevets, c'est quand même des contrats qui cajolent un petit peu. C'est des packages où... C'est des packages où il n'y a pas de... Qu'est-ce qui est pris en charge ? Taxes, tout est pris en charge. Les écoles, type école française, école européenne, école internationale, c'est payé par l'Office. C'est incroyable. Il y a des tas de privilèges au niveau des taxes sur les voitures. Enfin, il y a plein de choses. Tu ne payes pas d'impôt sur le revenu. Il y a vraiment... il y a une très bonne mutuelle. Donc, c'est des conditions et un très bon salaire. Ouais, donc, vous quittez Paris en allant vers des conditions de vie, un confort de vie qui s'annonce bien, quoi. Comment se passe, du coup, l'arrivée à La Haye, les premiers mois ? Donc, on arrive en plein hiver. Vous arrivez, lui, il a son taf. Lui, direct, il Toi, du coup, bosse. Quand tu as démissionné, il y a les 2 enfants aussi. Ouais. Comment ça se passe de ton côté ? Les premiers mois, donc on arrive en hiver, donc c'est vrai que c'est une période un peu tristounette ici. Hein. On sort d'un 63 mètres carrés à Issy-les-Moulineaux, on se retrouve dans un 140 mètres carrés avec 3 mètres de hauteur sous plafond. Ça change forcément, ça change. Non, les premiers mois, je pense que comme beaucoup d'expats, je vais pas dire tous, parce qu'on a tous des expériences différentes, mais j'entends beaucoup quand même le côté un peu lune de miel. C'est nouveau, on découvre. Donc les premiers mois, c'est plutôt sympa, quoi. Alors il y a les enfants qui sont avec moi, parce que comme on arrive en cours d'année scolaire, ils sont petits, non ? Ils ont 3 ans. Ouais, mon fils a à peine 3 ans et ma fille a 9 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Ah oui, donc t'arrives quand même toute seule. Enfin, je veux dire, ok. Lui, ton mari bosse. Lui, il passe. T'es seule avec 2 enfants et je suis seule avec les 2 petits. Ils sont petits quand même. Ok. Mais les premiers temps, franchement, il y avait ce côté découverte. Oui, un peu l'excitation des débuts. Donc même si la saison n'était pas super et qu'on arrive au mois de février, c'était plutôt accessoire. C'était plutôt. Donc les premiers mois, ça a été. Je dirais que là où ça commence à être un peu plus compliqué, ça a été après le premier été, en fait, là, à la rentrée septembre 2010. D'accord. Là, ça commence à être un peu plus compliqué pour moi. Pourquoi ? Parce que rester à la maison, à m'occuper des enfants, c'est agréable, hein, mais être mère au foyer, c'est pas mon idée de ce que je veux faire de ma vie, quoi, tu vois. Donc ouais. Tu te sentais pas trop à ta place à ce moment-là. Non, là ça commençait à être un peu plus compliqué. Ouais. Non, puis t'as quand même démissionné de ton travail à Paris pour le suivre à La Haye. Ouais. T'avais cherché du travail pour retrouver quelque chose ? Non, ou juste les enfants, il fallait les gérer, du coup tu non, restais... comme financièrement on était à l'aise, je me suis dit je vais prendre le temps. Oui, tu t'es pas mis la pression ? Je me suis pas mis la pression par rapport à ça. On s'installe dans le calme, bien sûr. Du coup, c'est à quel moment que t'as senti que il y avait un petit peu un trop-plein, que ça commençait à être dur pour toi à ce moment-là ? Je pense que ça a été progressif. Au printemps, je crois que c'est là qu'on a commencé à se dire que ce serait bien qu'on achète une maison, parce qu'on était en location. Pourquoi, du coup, c'était difficile pour toi à ce moment-là ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, et là, il y avait cette espèce de répétition de je suis maman et je suis femme de
mon mari qui travaille à l'Office européen des brevets. Et moi, qu'est-ce que je suis ? Et moi, qu'est-ce que je suis en fait, quoi. Ouais. C'est quoi mon identité ? Tu rencontres des gens et la question c'est mais toi tu fais quoi du coup ? Je suis maman d'eux et je suis femme d'eux et j'avais rien d'autre à dire. Et ça, tu sens en toi qu'il manque une pièce du puzzle. Une grosse pièce, quoi. Tu vois, j'ai envie de dire presque la pièce principale. Donc là, ça commençait vraiment à devenir compliqué. La phase de lune de miel, elle est un peu passée. Que cette situation, finalement, être à la maison et pas bosser, c'est pas fait pour toi, quoi. Non, c'est peut-être fait pour des tas de femmes, mais pas pour toi. Mais pas pour moi. Okay. Ouais. Mais par contre, là, il faut que ça bouge. Donc c'est là qu'on a commencé à réfléchir à acheter une maison, parce que je pense que moi, je m'investissais dans un projet, en fait. Ça me permettait de dire, au moins j'ai un truc à faire. De combler un peu le vide. Voilà, je fais des visites. C'est moi qui ai fait les visites de toutes les maisons pendant que lui, il était au travail. Donc j'avais l'impression de retrouver un petit peu cette de maîtrise et de contrôle sur ton quotidien. Et d'utilité. Donc ça a comblé aussi un petit peu pendant quelques mois. Je crois qu'on a dû acheter en septembre 2011, un truc comme ça. Tout dans la même année. Ouais, tout dans la même année. Et en parallèle de ça, assez rapidement après être arrivé aux Pays-Bas. Ouais, assez rapidement. On s'est dit autant acheter. De toute façon, même si on reste pas, c'est toujours intéressant financièrement. Donc c'est vrai qu'on a pris la décision assez vite. Et en fin d'année scolaire 2010-2011, donc une fois que ma mission était terminée, moi je suis le genre de personne qui a toujours un plan A, B, C, qui est toujours en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire, expatriation, qu'est-ce que je peux faire après, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, etc. Et en fait, je m'étais renseignée sur des reprises d'études. Mm-hmm. Et j'avais vu un master qui allait s'ouvrir là à la rentrée scolaire suivante à l'université de TU Delft, un master en écologie industrielle. Et donc, je me suis inscrite et j'ai été prise. Et comment se passe du coup ce parcours de master avec la vie à côté à gérer ? Encore une fois du décalage, parce que quasiment tous les étudiants de ma promo, de ma classe, c'était des jeunes de 21, 22, 23 ans. Il y en avait quelques-uns qui étaient un peu plus... moi, j'allais avoir 31 ans. Ouais. Donc, et 2 enfants. Donc, vraiment complètement différentes. Mais c'était intéressant. J'ai appris plein de choses. C'était aussi intéressant d'un point de vue culturel, parce que ça m'a permis de mieux comprendre, je pense, les Néerlandais. J'avais jusque-là vraiment ce sentiment de les Néerlandais sont arrogants, ils sont et en fait je me suis rendu compte que ce que je prenais pour de l'arrogance, c'était vraiment plus de la confiance en soi. Et ça a été assez clair, et je pense que je l'ai appris grâce à ce master. La culture néerlandaise. Ouais. On découvre tellement d'autres manières de faire, de mode de vie, de culture, que tu te dis. En fait, c'est vrai que moi, on m'a moulé à être comme ça. Lui, il est comme ça et il a aucun problème à être comme ça. Pourquoi moi, je pourrais pas faire ça ? C'est vrai que c'est très enrichissant. Au début, ça choque un peu, parce que toi, t'es là avec tes propres croyances, ton propre système. Bien sûr. Tu dis, mais non, c'est pas bien. Donc, tu juges beaucoup. Et puis, petit à petit, tu te rends compte que, y a peut-être quand même des choses qui sont pas mal, quoi. Ils ont l'air d'avoir plutôt confiance en eux. Ils sont plutôt bien dans leur basket et tout. Qu'est-ce que je peux prendre de ça et essayer de me l'approprier, quoi. Donc ça, c'était super intéressant aussi. Mais par contre, c'était épuisant. C'est-à-dire que entre les 2 enfants, parce que c'est moi qui m'occupais de les amener à l'école le matin, à la crèche, ensuite de prendre le tram ou le train pour aller à la fac, de revenir en fin de journée et faire la même chose dans l'autre sens. Donc tu faisais beaucoup. Ouais, je faisais beaucoup, plus les cours entre les 2. Du coup, ça demande pas mal de concentration. Le travail à faire, les devoirs, quoi, entre guillemets. Et c'était beaucoup de projets en groupe. Et donc, moi, j'étais... impossible à gérer. C'était impossible à gérer, quoi. Ouais. Mon mode de vie me permet pas d'avoir cette spontanéité ou d'avoir cette flexibilité dans mon quotidien que les autres élèves ont, en fait. Et quand tu te rends compte que finalement c'est très compliqué à gérer, est-ce que tu décides de poursuivre ce master ou non, en fait j'arrête donc je fais l'année scolaire et j'arrête après les examens. Donc on était je crois que les examens c'était, en tout cas la première fournée d'examens c'était vers avril-mai.
Et c'est à ce moment-là que je dis non, je vais pas pouvoir enchaîner une deuxième année comme ça, quoi. Enfin, j'étais vraiment en limite. Ah non, j'étais vraiment en limite de burn-out. Okay. J'avais mon anxiété qui montait en flèche. Mais ça fait beaucoup là quand même. Ouais, là franchement, un déménagement, ça faisait beaucoup, en plus des travaux. Et on sait ouais, non, mais en plus, on sait ce que ça demande de petits en bas âge. C'est remuant. Ils dorment pas forcément bien la nuit. Tu suis ton mari, mais donc, du coup, tu te perds un petit peu professionnellement. C'est pas simple, quoi. Tu démarres un master pour essayer de te retrouver, mais finalement, le rythme convient pas non plus. Ce sentiment de décalage qui revient. Qu'est-ce qui se passe après tout ça? Comment tu le vis? Alors, comment je le vis? La solution que j'ai trouvée, c'est de dire à mon mari, je pars pendant 1 mois à Berlin. Mais parce que t'en pouvais plus. Genre le burn-out, c'est une expression ou non, j'étais vraiment en limite de burn-out au sens propre du terme, quoi. Pas, donc là, pas de manière imagée, quoi. La coupe a débordé, quoi. Ouais, là, il fallait vraiment que je me retrouve, il fallait vraiment que je me repose. Et donc, du coup, je dis à mon mari, je pars à Berlin, apprendre l'allemand pendant 1 mois. Je veux pas savoir comment tu te débrouilles, mais comme tu te ça, débrouilles. d'un coup, tu lui as dit, tu prends les gamins, moi je me barre. Ouais, ça s'est fait mois vraiment en quelques jours, quoi. Enfin, c'était pas, il avait pas son mot à dire. D'accord. La décision était prise. C'est important qu'il ait compris aussi ça. Ouais. Il y a vraiment pas eu de conflit par rapport à ça, quoi. Ok. Donc, je me retrouve à Berlin. Pendant 1 mois? Pendant 1 mois, le mois de mai ou juin 2012. Et là, c'était super. Il faisait un temps splendide. C'était cours d'allemand au Goethe Institut le matin. Et l'après-midi, je vaquais à mes différentes occupations, de me promener dans les rues de Berlin, me perdre. C'est quelque chose que j'adore faire, me perdre dans des villes que je connais pas. Il y avait une idée aussi d'apprendre l'allemand pour éventuellement essayer moi-même de postuler à l'Office européen des brevets. Sauf que moi, j'avais jamais étudié l'allemand, j'avais pris espagnol. Donc il y avait cette idée il y avait un sens, voilà, il y avait aussi, c'était pas complètement derrière, anodin. Tu te disais, si je peux rejoindre la boîte de mon mari, au moins je maîtrise bien l'allemand. gagner ma vie et redevenir indépendante financièrement. Il y a quand même etc. cette quête toujours qui t'habite. Qu'est-ce que tu cherchais finalement en allant à Berlin? T'avais besoin d'une certaine reconnexion avec toi-même? Ouais. À la recherche de qui tu étais? C'était ça, quoi. C'était, je ne suis plus maman, puisque j'avais pas les enfants. Je suis pas femme d'eux, parce que j'y vais sans mon mari. Donc, une fois que j'enlève ces étiquettes-là, qui suis-je? Et j'avais vraiment besoin de me reconnecter avec ça, quoi. Ouais. Et je pense que ça a été un peu le cas, et c'était super. Ça a été une impulsion du reste, quoi. Ouais. Je trouve ça hyper courageux et inspirant, le fait de savoir se dire, ok, là, j'en peux plus, je suis perdue, je m'en vais. Ne serait-ce qu'un week-end, 2 semaines, en 1 mois, je trouve ça incroyable, c'est trop bien. Mais c'est vrai que quand on est perdu, c'est une bonne chose de partir finalement à la reconquête, sans parler de reconquête, de se reconnecter. Ouais, mais je pense que avec qui on est. Parce que c'est vrai qu'en expatriation, on est pris très rapidement dans un tourbillon et ok, je suis l'autre, il continue son ascension. Moi, je suis maman, mais je suis pas que ça. Qu'est-ce que je suis? Et ouais, enfin, je pense que ce que j'ai vécu, c'est quelque chose d'assez courant en expatriation, mais que peut-être beaucoup de femmes ont envie de faire au fond d'elles, mais je sais pas si c'est une question de courage, mais n'osent pas, tout simplement, parce qu'il y a aussi, ça fait peur aussi, hein. Enfin, je veux dire, t'as peur du jugement, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, que j'abandonne ma famille pendant 1 mois, que je suis super égoïste, que je pense qu'à moi, ce genre de choses. Alors qu'en expatriation, il faut être justement hyper présent. Ouais. Reprécisons-le quand même, mais il n'y a jamais, ou alors c'est très rare, la famille qui peut être là pour aider, donner un relais. Ah bah ouais, donc on est vraiment seul. On est déconnecté, ouais. Et t'es forcément revenu à La Haye, parce qu'il fallait bien revenir quand même. J'avais pas d'intention d'abandonner. Ce mois, cette parenthèse à Berlin, comment s'est passé le retour? Est-ce que tu m'as dit, ça a été quand même le déclenchement d'un certain processus. Ouais. De quel processus tu parles? Je pense que ça a déclenché, redéclenché le processus que j'avais déjà mis en place
à l'époque après mon premier licenciement, qui était ce processus de je sais que je suis pas ingénieur, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je peux faire, qui a été mis entre parenthèses du fait de tomber enceinte et d'être prise dans ce tourbillon à Paris, etc., déménagement à La Haye, expatriation. Et là, je suis revenue à ce moment-là, en fait, de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Ouais. Ok. Tout en sachant pertinemment que je ne suis pas ingénieure et que c'est pas quelque chose qui me plaît. Et puis j'avais vraiment ce truc qui est très ancré en moi, en partie, je pense, parce que ma mère a toujours travaillé, a toujours été indépendante financièrement, il faut que je gagne de l'argent. Même si c'est pas beaucoup, j'ai vraiment ce besoin d'avoir un petit peu d'autonomie financière, quoi. Ouais. L'idée d'être complètement tributaire de mon mari financièrement. Encore une fois, il y a des femmes que ça gêne pas du tout et c'est complètement ok. Mais moi, j'ai vraiment du mal avec ça. C'est dur à vivre pour moi. Donc, ce que je me suis dit, c'est que, comme j'aime bien les maths, et ça, j'ai toujours aimé les maths, je pense que je suis pas du tout une ingénieure, mais ça ne m'empêche pas d'aimer les maths. Pendant que je réfléchis à ce que je veux faire de ma vie, je vais donner des cours de maths particuliers. Je savais qu'il y avait un besoin. Je savais qu'il y avait beaucoup de parents de l'école française qui cherchaient un prof de maths. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça va m'apporter un petit peu d'argent de poche, entre guillemets. Et puis, pendant ce temps-là, ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je veux faire. Et avec le bouche à oreille, en fait, très rapidement, j'ai eu pas mal d'élèves. Et donc, j'ai officialisé, on va dire, le fait d'être prof de maths. Donc, j'ai créé mon entreprise en auto-entrepreneur, ZZP, comme ils appellent ça ici. Pour faire ça de manière légale. Oui, pour faire une petite parenthèse, ZZP, aux Pays-Bas, c'est se mettre en auto-entrepreneur. Ouais, voilà, créer ça. Ne me demande pas ce que ça veut dire ZZP. Non, mais les gens qui nous écoutent, c'est lunaire pour eux, ZZP. Ça l'était pour moi aussi avant d'arriver. Mais sachez qu'aux Pays-Bas, du coup, ZZP, c'est quand on se met à son compte, qu'on crée son numéro de boîte, qu'on crée une marque, qu'on devient entrepreneur, quoi. Voilà. Donc tu te mets à ton compte en devenant prof de maths. En devenant prof de maths particulier, et ça fonctionne pas mal. Tu te retrouves au contact des jeunes, discuter un petit peu avec eux. Je me retrouve au contact d'ados généralement autour de 15-16 ans, quoi. Ah, mais c'est un peu un âge où justement, même eux, ils se cherchent énormément. Ouais, et puis... C'est une période un peu... pas instable, mais c'est l'adolescence, quoi. En fait, c'est rigolo parce que je me retrouve en face d'ados qui sont finalement dans la même problématique que moi. Ils cherchent qui ils sont. Sauf que moi, j'ai 33 ans, et eux, ils ont 15 ans, mais finalement, on se pose les mêmes questions existentielles. Et en fait, très rapidement, l'heure de cours de maths se transforme en 30 minutes de maths et 30 minutes on discute sur leur vie, leurs problèmes de cœur, leurs problèmes de confiance en soi, leurs problèmes avec leurs parents, etc. Donc, je me retrouve un peu dans cette position, pas avec tous les élèves, mais avec un certain nombre d'écoutes, de confidentes, d'adultes qui les écoutent sans les juger et qui est plutôt sympa avec eux parce que je suis extérieure. Et donc je me dis, au bout d'un moment, donc j'ai fait ça quand même pendant plusieurs années, et au bout d'un moment je me dis quand même, quoi, j'aime bien ça, quoi, j'aime bien cette position d'écoute, cette position de conseil, ou en tout cas de quelqu'un qui est là pour les motiver, pour les rassurer. J'ai l'air de pas être trop mauvaise dans cette capacité à créer un espace comme ça où on a confiance. Et donc, voilà, ça plante une graine, je pense, dans ma tête. Et en parallèle de ça, moi-même, je suis une thérapie pour mes problèmes de troubles anxieux que je traînais depuis l'adolescence. Qu'est-ce qui fait que tu décides d'entamer une thérapie ? Parce qu'il y a y penser et sauter le pas d'aller suivre une thérapie. Ça, c'est lié au retour de Berlin aussi. Où tu t'es dit, je me mets à mon compte. Ouais. Et voilà, j'ai analysé tel problème ou telle source que j'ai besoin de comprendre d'où ça vient, etc. Je pense que c'était déjà là, quand je suis rentrée de Berlin, l'idée de
va falloir que j'aille voir une psychologue, mais voilà, ça a pris le temps de mûrir. Bien sûr. Et puis comme beaucoup de gens, hein, c'est-à-dire que on se dit oh mais non finalement ça va, j'en ai pas besoin, et on se persuade que l'un dans l'autre ça va. Donc là, il y a quand même, de ce que tu me dis, il y a quand même un appétit global pour la psychologie qui naît, Ouais. parce que ça plante une graine, comme tu me dis, d'écouter, d'être au contact de ces élèves qui sont en pleine adolescence, qui se posent 1000 questions, et toi-même de te dire oh bah finalement à travers ce que je transmets aux jeunes, l'écoute que j'ai pour eux, peut-être que moi aussi on peut m'écouter, je peux parler, me confier. D'accord. Qu'est-ce qui tombe comme voile au cours de cette thérapie? Donc la thérapie, je la commence vers septembre 2014 et elle a été assez rapide, hein, c'était une thérapie brève. Ta thérapie va assez vite? La thérapie en elle-même, elle est assez rapide, ouais. Ok. Et j'ai vraiment atteint à ce moment-là, donc juste avant d'entamer la thérapie, un niveau d'intensité de mes troubles anxieux qui est vraiment très 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 élevé. C'est-à-dire que j'ai un type de trouble anxieux qu'on appelle des troubles anxieux somatoformes, c'est-à-dire que je somatise par des douleurs physiques mon anxiété. Tu te rends compte de quoi pendant cette thérapie de 5-6 mois? Alors ce dont je me rends compte, déjà en fait, ma thérapeute en soi, c'était assez extraordinaire parce qu'elle, c'était une néerlandaise d'un certain âge. Je crois qu'elle avait déjà 78 ans, quelque chose comme ça à l'époque. Une ancienne prof de français qui était devenue psychologue sur le tard, quoi, en reconversion. Et donc très rapidement, en fait. Je me suis un peu vue en elle. J'ai fait ce qu'on appelle un transfert. Hein. C'est pas une espèce de grand-mère comme ça. Une figure d'attachement assez importante. Ouais. Et très inspirante par rapport à son propre parcours. Donc c'est vrai que il y a déjà ça. Et la thérapie en elle-même, qui était une thérapie comportementale, et donc très rapidement qui m'a sauvée, hein, clairement. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que moi, mon anxiété, alors c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, hein, mais dans mon cas, mon anxiété, c'était vraiment l'expression d'un désalignement entre qui je suis et la vie que je mène. C'est-à-dire que c'était comme si cette anxiété, c'était une espèce d'alarme qui se mettait en route et qui de plus en plus fort parce que le temps passe. Le temps passe. À quel moment tu vas m'entendre? Ouais. C'est fou, hein, le corps parle. Ouais, mais vraiment de quoi. Lui-même. Et parce que c'était ça, la vie que je menais n'était pas en correspondance avec qui je suis vraiment à l'intérieur, quoi. Ouais. D'accord. Ça t'a permis d'ouvrir les yeux sur quoi, par exemple? Ça m'a permis d'ouvrir les yeux surtout sur ta famille, ton couple. Surtout sur ma relation. Ta relation amoureuse, ma relation en couple. Amoureuse, ma relation de couple. Que je me mentais à moi-même depuis très longtemps, pour pas dire depuis le début, et qu'il fallait que cette relation s'arrête, quoi. D'accord. Ah oui, quand même. Donc c'était pas un petit détail. Non, mais c'est un choix radical. Ouais, c'est ça. C'est un choix radical et c'est un choix qui est extrêmement compliqué à faire en règle générale, mais j'ai envie de dire d'autant plus en expatriation. À ce moment-là, tu te dis quand même que tu te choisis toi? À ce moment-là, je me dis que c'est moi qu'il faut que je choisisse. Après, ça a encore pris du temps avant que je fasse la démarche. Hein. Mais tu comprends que le déblocage de tout ça, c'est de plus penser à toi? C'est de plus penser à moi, de faire un tri. Dans les relations amicales, donc là il y a eu un avant-après thérapie, quoi. J'ai balayé un certain nombre de personnes de ma vie dont je me suis rendu compte qu'elles étaient d'amitié en expatriation, d'amitié en expatriation qui étaient plus, qui ne te convenaient plus, qui étaient finalement plus parce que on avait ça en commun d'être française expatriée. En fait, on se retrouvait, mais qu'on n'avait pas d'affinité particulière et que c'était pas vraiment des amis, quoi, et que quand j'en avais besoin, elles n'étaient pas forcément là pour moi, ces amitiés-là. Donc là, oui, il y a eu un premier ménage qui a été effectué.
de manière, je pense, assez radicale. D'accord. Et à partir de là, je pense une espèce d'effet boule de neige. Ça m'a sûrement aussi donné la force, tu vois, de continuer sur cette voie-là, quoi, en me disant ok, c'est pas facile, hein, de faire le ménage comme ça dans sa vie, parce qu'on se rend compte en plus que surtout quand les choses se sont quand même installées, qu'on a mis du temps à les construire, c'est pas simple de se rendre compte de la source des problèmes qu'on a, et que de se dire ok, en fait la solution c'est de refaire, de repenser mes amitiés, de repenser mon couple, ma famille. Enfin, c'est un équilibre qui met tellement de temps à se créer sur son expatriation. Ouais, je pense que vraiment en expatriation, ça rend les choses encore plus difficiles. Elles sont difficiles, mais ça les rend sûrement encore plus difficiles, quoi. Parce que, et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes. Enfin, moi, j'ai pas mal de patientes qui viennent me voir avec ces problématiques-là, qui se posent les mêmes questions, que moi je me suis posée à l'époque. Mais est-ce qu'il faudrait pas que je divorce? Est-ce que, mais mais ça fait peur, quoi. Mais ça fait hyper peur. Ça fait hyper peur parce que... C'est en fait, surtout les femmes en expatriation, enfin celles qui suivent leur mari parce qu'ils ont un statut hyper confortable dans des grosses boîtes avec des gros packages, comme tu disais au début. Tu te dis, mais attends, si je divorce, il se passe quoi? À quelle sauce je vais être mangée? Je perds tout, comment je fais? Mon style de vie risque de se casser la figure. Je vais vivre de quoi? J'ai le droit à quoi? Parce à part si on s'est renseigné, on n'est pas très au courant des lois. En plus, on peut divorcer aux Pays-Bas, on peut aussi divorcer en France. Enfin, les lois sont différentes. Donc, il y a tout un tas comme ça de questions hyper anxiogènes qui apparaissent. Et je vais vivre où? Et les enfants, comment on va faire? Mais est-ce que j'ai vraiment envie de rester aux Pays-Bas? Est-ce que j'ai pas envie de rentrer dans mon pays, de me rapprocher de ma famille, etc., etc. Donc c'est plein de questions dont on n'a pas les réponses. Non, mais il faut. Et c'est Du coup, à la fin de ta thérapie, tu décides. C'est à ce moment-là que tu décides d'entamer une formation en psychologie. Ouais, en parallèle de la thérapie. De te séparer de ton mari, ou ça vient plus tard? Ça vient plus tard. L'idée, je pense, était déjà là, mais pas très consciente. Comme tu dis, il faut du temps pour mûrir le truc, trouver le courage de... Ouais, donc je me posais les questions, clairement plus qu'avant, mais j'étais aussi beaucoup, à cause des peurs, dans une espèce d'évitement de ces questions-là, quoi. T'y penses, et puis d'un seul coup, tu dis, oh là 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 là, ça fait peur, je mets ça de côté, je mets ça sous le tapis. Mais c'était de plus en plus présent, ce qui créait aussi de plus en plus de conflits, forcément, parce que j'étais dans une tension interne que mon mari ressentait sûrement. Donc ouais, en parallèle de la thérapie, en fait, je m'étais inscrite à une formation de psychologue. Donc c'est reprise d'études à zéro. Processus de 4 ou 5 ans, non, je crois, la psychologie. Alors de 5 ans à la base, parce que c'est un master 2, master 2 de psychologie. Mais là, tu sens que tu vas vers une voie qui est la bonne à ce moment-là. Dès le départ? Dès le départ. Enfin, pas au moment de m'inscrire, mais dès les premiers cours que je reçois. Donc c'était à distance via une université en France, à Paris. Tout de suite, ça me parle. Tout de suite, je me dis, ah ouais, non, ça, ok, là... Comme quoi, dès le départ, quand on est aligné avec quelque chose, là, il y avait... Il faut pas se forcer. Il y avait une forme d'évidence, quoi. D'évidence, ouais. C'était à chaque fois que je lisais un nouveau cours, à chaque fois qu'on commençait un nouveau chapitre, où je me disais, c'est super, c'est intéressant. Et je voyais que j'avais la motivation de travailler, de faire le taf, quoi. Ce qui est quelque chose que, dans mes études d'ingénieur, j'avais rarement eu quand je le faisais, parce qu'il fallait le faire, mais j'avais pas de motivation particulière. Ouais, c'est ça. En fait, jusqu'à présent, de ce que tu me dis, on y va tête baissée parce qu'il faut y aller. C'est ça. Mais là, pour la première fois, tu vas vers quelque chose parce que le cœur t'appelle d'y aller. C'est ça, ouais. Là, il y a vraiment un appel qui est différent. Évident. Quoi. Il y a la raison, mais il n'y a pas que la raison. Il y a aussi le cœur qui parle. Ok. Et donc, normalement, c'est 5 ans. Bon, moi, j'ai mis un petit peu plus de temps parce que il y a eu des événements qui ont fait que j'ai pas pu faire en 5 ans. Mais voilà. À ce moment-là, t'es toujours avec ton mari? Donc, à ce moment-là, je suis toujours avec mon mari.
Finalement, entre la prise de conscience que tu as un petit peu en toi, mais les questions que tu te poses, et finalement le moment où il faut trouver le courage de le faire, si on sent que c'est la bonne chose à faire, il s'est passé combien de temps ? Il s'est passé 2 ans et demi, presque 3 ans. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans dans ces eaux-là. Donc en fait, tu t'es séparée de ton mari pendant tes études de psychologie ? Ouais, je me suis séparée de mon mari pendant que j'étais en 3e année de licence. D'accord. Ma première 3e année de licence, parce que du coup, je l'ai faite en 2 ans. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce moment où entre guillemets, ce passage à l'acte Ça fait un peu chelou dit comme ça. Mais... Non, parce que tu me dis, on se pose plein de questions, faut être courageux, ça fait peur, et puis on fuit, on met sous le tapis. C'est quoi le jour où tu as arrêté de mettre sous le tapis et où tu t'es dit, non, en fait, c'est ça, il faut que je fasse ça, et là, j'y vais, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a peut-être plein de femmes qui se posent la question, mais qui n'osent pas, qui sont dans cette situation, qui n'osent pas. Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu prennes cette décision ? Donc du coup, ça faisait 2 ans et demi à peu près que germait cette idée de à un moment ou à un autre, va falloir se séparer. Mais j'avais pas le courage. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise moi-même, mais ça je l'ai compris qu'après coup, je me suis mise moi-même dans une situation de tromperie, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un lors de mes voyages à Paris, parce que du fait des études de psychologie, je devais régulièrement aller à Paris. Tes études de psychologie, c'était distance présentielle ? C'était à distance, mais de temps en temps, il fallait aller aux examens. Qui était à Paris ? Des TD, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis mise moi-même dans cette position où j'ai fauté, où j'ai trompé mon mari. Parce que t'as rencontré quelqu'un. Ouais, parce que j'ai rencontré quelqu'un. Qui t'a plu de suite ou je sais pas s'il me plaisait vraiment, mais je pense il a forcément réveillé quelque chose en toi que tu attendais. C'est ça, c'est-à-dire son attention me plaisait, le jeu de séduction me plaisait, ça a réveillé des choses en moi qui étaient éteintes depuis un certain temps. Donc oui, c'était excitant, c'était nouveau, c'était ouais, on a envie d'y aller. Ouais, ça fait un peu aussi comme dans un film, tu vois, c'est un peu waouh, c'est donc ouais, je me suis laissée emporter. C'est lui qui a fait le premier pas et je me suis laissée emporter en fait. Je me suis laissée faire. D'accord. Là où j'aurais pu ou dû ou j'en sais rien dire non, ça m'intéresse pas. Là en fait, j'ai ouvert la porte. Ouais, OK. Mais parce que je pense que j'avais besoin d'en arriver à cet extrême dont je retire absolument aucune fierté, hein. C'est pas, voilà, je pense que c'est à l'opposé de mes valeurs de faire ce genre de choses. Mais justement parce que c'est pas moi de faire ça et que je me suis pas reconnue là-dedans, j'étais tellement mal, je me suis pris le mur, quoi. Et donc je pouvais plus revenir en arrière, je pouvais plus regarder mon mari droit dans les yeux, je pouvais plus, j'avais cassé quelque chose en fait qui était irréparable. Ouais. Comme s'il avait fallu que je me mette dans cette situation-là pour réaliser qu'il fallait faire quelque chose. Voilà, c'est plus possible. Là, il faut absolument faire quelque chose. D'accord. Donc ça a été cette mésaventure qui t'a permis de dire que là... on pouvait plus revenir en arrière, en fait. Ouais, c'était ça. La confiance était cassée, c'était un point de non-retour de son côté à lui, ce qui est complètement logique. Hein. Mais donc, c'est ça qui a déclenché la séparation officielle, d'accord. En fait. Et sans ça, je sais pas si j'aurais eu le courage un jour, enfin, je le saurais jamais, je pourrais jamais répondre à cette question. Mes aventures ou pas, finalement, parce que mais je pense qu'inconsciemment, c'est ce dont j'avais besoin. Oui, voilà, c'est ça. Puis les choses arrivent toujours pour une certaine raison, je pense. C'est pas un moment de ma vie dont je suis particulièrement fière, mais c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est important de le dire. Bien sûr. Voilà, d'être honnête par rapport à ça. Et donc, vous vous séparez. Donc, on se sépare rapidement. Comment tu te sens au moment de la séparation ? Parce qu'il y a 2 enfants aussi. Ouais. Il y a une indépendance financière qui change aussi. Alors, j'ai eu très peur les premières semaines parce que, et ce qui est complètement logique, mon ex-mari était très en colère, hein, ce qui se comprend complètement. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques semaines tendues où
Voilà, je savais pas à quelle sauce j'allais être mangée, je savais pas s'il allait se bagarrer pour demander la garde totale des enfants, je savais pas ce à quoi j'avais le droit financièrement. Enfin, voilà. Ouais, il y a Donc toute il y a eu quelques semaines un peu compliquées. Mais quand même relativement rapidement, je dirais que les choses se sont calmées. Je pense que mon ex-mari était toujours très en colère, mais je veux dire, il a ses défauts comme tout le monde, mais on peut pas lui reprocher que c'est quelqu'un de droit. Et c'est quelqu'un qui va jamais, si la loi dit ça, la loi dit ça. Si c'est ça qui est bon pour les enfants, c'est ça que je vais faire. Donc il est très carré par rapport à ces choses-là. Ce qui est important quand même dans ce genre de situation. Parce que d'autres hommes dans ce style de situation auraient été dans une vengeance, dans tu m'as fait mal, je te fais mal, je vais te pourrir, t'auras rien. Oui, il a quand même toujours eu cette position de bienveillant. Ouais. Et du coup, même s'il y a eu des moments de tension, même s'il y a des choses qui ont été dites qui étaient un peu difficiles, c'était plus lui qui était ultra blessé, en fait, je pense. Hein. Ouais. À ce moment-là, t'en es où dans ton parcours d'études de psychologie ? Donc, au moment où on se sépare, je viens de finir ma première 3e année. Donc, j'ai fait ma 3e année de licence en 2 ans. Donc, t'es pas encore totalement diplômée pour exercer ton métier de psychologue, que non. vous vous séparez. Ouais. Comment tu retrouves ton indépendance ? Au bout de 2-3 semaines, donc on était propriétaire de notre maison dans La Haye. Très rapidement, on se sépare officiellement parce que du coup c'était une séparation à l'amiable et il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu par rapport à la garde des enfants, etc. Moi, je savais que j'allais rester à La Haye. Mon projet de vie professionnelle, il était à La Haye. J'avais aucune intention de retourner en France, de prendre les enfants, de retourner en France. Donc tout ça, c'était une situation qui était en même temps compliquée et en même temps simple, quoi. On était assez au clair par rapport à ce qu'on voulait. Donc on a vendu la maison rapidement. Et là, moi, il a fallu que je retrouve un logement. Ça a été quand même assez compliqué. Ouais. Parce que j'étais étudiante. Donc, c'est ça. Donc pas de feuille de paye, pas de revenu fixe. Comment t'as fait ? Ce que j'ai fait, grâce à l'argent du divorce, ce que j'ai fait... Parce que vous aviez vendu la maison, ouais. T'avais une plus-value sur la maison ? On avait fait une petite plus-value sur la maison. D'accord, donc ça a pu t'aider derrière ? Et ça m'a vraiment... je pense que c'est ça qui m'a vraiment sauvée, parce que j'ai visité je sais pas combien de logements... Et à chaque fois, on me disait oui, mais votre dossier, ça passe pas. Oui, parce qu'il n'y a pas d'emploi fixe, il n'y a pas de revenu fixe, il n'y a pas de garant, il n'y a pas. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment, j'ai dit vous savez quoi, les propriétaires, je leur paye un an de loyer. Okay. Et ça, c'est ma garantie, en fait. Okay. Cash, 1 an de loyer. Oui, et la vente de la maison t'a aidé pour ça. Et c'est quelque chose que je pouvais me permettre grâce à l'argent oui, donc de la vente de la maison. Ça t'a permis de rebondir là-dessus. Ouais. Ok. Et donc, il y a des propriétaires qui ont dit OK, qui ont dit banco et qui m'ont loué leur appartement et je leur ai payé donc 1 an cash de loyer. Ouais, ça fait un peu mal au début. Ouais, c'est ça. Mais derrière, finalement, t'as retrouvé ton autonomie. Ouais, et puis d'ailleurs, cet appartement, j'y suis toujours. On n'était plus à Berlin, mais pour le coup, t'as retrouvé ton autonomie. Alors, avec tes 2 enfants. Oui, 1 semaine sur 2. De manière, partielle. Comment tu t'es sentie ? Quand tu t'es retrouvée dans ton chez-toi, avec ton autonomie, la vie qui change, qui bascule. Je me souviens de la première soirée dans l'appartement. Donc, c'est un appartement qui est, ils disent, semi-fourni, quoi, tu vois. Donc, en fait, il y a un canapé, il y a 2-3 trucs, mais il y a vraiment pas grand-chose. Plus petit que la maison que vous aviez ? Plus petit que la maison, 2 fois plus petit. Ouais. Et je me souviens de cette première nuit. Je me souviens des clés et du porte-clés dans ma main, quoi. Et de me dire, c'est chez moi. Et j'avais pas eu de chez moi à moi toute seule depuis mon premier job à 23 ans, quand j'étais à Lille, en fait. Oui. Qui a été d'ailleurs le seul appartement que j'ai eu dans ma vie pour moi toute seule. Et là, à nouveau, j'étais dans cette position de je suis toute seule dans un appartement. Que chez moi et chez personne d'autre. Enfin, chez mes enfants aussi, mais... Et ouais, tout est allé vraiment cool. Très très vite en fait. Tout est allé assez vite. Tout est allé super vite. Parce que c'est vrai que tu me dis, je me suis retrouvée dans mon appartement, ce qui n'était pas arrivé depuis que j'avais l'âge de 23 ans, avant de rencontrer finalement Benoît, d'avoir tes enfants, de t'expatrier. Et c'est là aussi que je dis, tout est allé super vite. Parce que t'as quel âge au moment où tu te retrouves dans l'appartement avec ton autonomie ? 37.
Ouais. Donc, il s'est passé 14 ans, quoi. Et c'est ça. Ouais. C'est ça. Entre la sortie d'école d'ingénieur à 22 C'est ans fou. et demi et le moment où je divorce, il s'est passé 14 ans. Et à ce moment-là, tu te sens comment? Est-ce que tu as encore peur? Ou est-ce que tu te sens à ta place? Non, et à ce que tu moment-là, j'ai sens plus que... peur. Depuis que le divorce a été prononcé, qu'on s'est mis d'accord sur les aspects financiers, sur la garde, etc. Là, ça fait, je suis rassurée par rapport à mon avenir. J'ai récupéré un petit peu d'argent, donc je vois que je peux gérer des choses, que j'ai quelques années devant moi, que ma situation est OK pour finir mes études dans de bonnes conditions, etc. Donc, Tu penses à rentrer en France? Jamais. Ou tu veux rester... Non, j'ai jamais, absolument jamais pensé à rentrer en France. C'était... Désolée, ça me fait Non, mais- rire. Comme je suis moi-même expatriée, je comprends très bien Émilie, mais pourquoi tu ne veux pas rentrer en France? Après, voilà, je pense Parce que c'est là, mon tu te parcours sépares, aussi, ouais. tu pourrais te dire, bon, ok, je rentre en France, je retourne à mes racines, je retrouve la proximité avec ma famille qui va peut-être m'aider avec mes enfants Ouais, lors de cette séparation. Pourquoi tu dis, bah non, je rentre pas en France, je reste aux Il y Pays-Bas? a plusieurs choses. J'aime bien les Pays-Bas, j'aime beaucoup la ville de La Haye. Mon projet professionnel, mon but, c'est de devenir, à ce moment-là, donc je suis en licence, mais depuis le début, mon projet professionnel, c'est de devenir psychologue aux Pays-Bas pour les expatriés francophones. Ouais. Donc, d'un point de vue professionnel, moi, ça fait pas sens que je rentre en France. Mon but, c'est pas de redevenir ingénieur à Paris. Oui, donc tout faisait sens de rester aux Pays-Bas. Ouais, et j'ai toujours eu, j'ai toujours été un petit peu, peut-être pas le mouton noir de la famille, mais celle qui est un peu différente et qui fait les choses pas comme tout le monde. Donc, ouais, non, il y avait rien qui faisait sens par rapport au fait de rentrer en France, quoi. Il y avait aucune logique dans mon parcours à moi. Et du coup, tu m'as parlé que pendant tes études de psychologie, tu as fait un stage en prison. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Là, c'est une parenthèse qu'on fait. Mais qu'est-ce que tu as appris? Parce que ton retour d'indépendance et d'autonomie est arrivé à partir du moment où tu as finalement terminé ta relation avec ton ex-mari, qui est lié du coup à l'homme. Et le stage que tu as fait en prison, c'était dans une prison d'hommes, je crois. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur cette expérience en prison avec des hommes? Je pense. Est-ce que ton regard a changé après cette expérience? Mon regard a changé. Je pense que mon regard sur les hommes a changé. C'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais il s'est radouci d'une certaine manière. Ouais. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de compassion, je pense, aujourd'hui pour les hommes qu'à l'époque. Alors, je reste un peu féministe sur les bords quand même. Hein. Tout n'est pas acceptable, évidemment. Mais ouais, de voir quel type d'hommes vont en prison. Quand on fait un stage en prison, en fait, ça fait éclater les idées reçues qu'on peut avoir sur quel type de profil, quel type d'homme se retrouve en prison. Alors, il y a tous les profils, mais il y a aussi quand même une grande majorité d'hommes qui se retrouvent en prison parce que pour des raisons d'addiction, pour des raisons de troubles psychologiques, et donc ils se font arrêter une première fois, une deuxième fois, puis à un moment on les met en prison. Mais les meurtriers ou les agresseurs sexuels ou ce genre de choses, ils existent, mais c'est loin d'être la majorité en fait des hommes qui sont en prison. Mais j'en ai croisé aussi, des meurtriers ou des pédophiles. C'est des choses qui sont lourdes. Mais ouais, je pense que ça m'a montré que l'éventail de profils était beaucoup plus large que ce que je pouvais penser et que quasiment, je vais pas dire dans la majorité des cas, mais c'était des hommes qui avaient un parcours lourd, des enfances ultra compliquées, eux-mêmes abusés, eux-mêmes qui ont grandi dans des choses extrêmement dysfonctionnelles, toxiques donc c'était, je pense, ça permet de relativiser quand même. C'est ça permet de relativiser. Et donc c'est quand que finalement tu deviens psychologue? C'est à quel moment? Ça a pris encore quelques années parce qu'en plus entre-temps il y a le Covid qui s'est pointé. Voilà. Et finalement j'ai été diplômée en 2022. D'accord. Donc, tu es officiellement diplômée en 2022. Ouais.
tu deviens officiellement psychologue. Enfin, psychologue clinicienne, ouais. Là, tu te sens comment à ce moment-là? Quand tu obtiens ton diplôme, tu as ton autonomie. Libérée, délivrée, comme dirait Elsa. Ah oui, tu as une fille, ça se voit. Oui. Les planètes commencent à s'aligner là quand même. Ouais, et en même temps, là, il y a de la peur qui se remet en s'installe route. parce que tu te dis, Ouais. là, faut parce que que je crée mon indépendance. Tu vois, Ouais. t'es sur les rails, machin, et tout, t'es un peu à l'abri, quoi. Mais à partir du moment où t'as ton diplôme, là, tu sais que là, il faut ouvrir le cabinet, il faut trouver une adresse, il faut trouver des patients, il faut trouver. Bah ouais, il faut développer son activité. Là, développer son activité. Tu trouves un cabinet assez rapidement? Comment tu mets en place son activité? En fait, je trouve un premier local que je partage en fait avec des orthophonistes françaises ici qui louaient un local en face du lycée français. Et donc on fait ça pendant quelques mois et c'était vraiment les locaux étaient vraiment pas terribles. Elle, ça faisait déjà un moment qu'elle voulait partir. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi je leur ai trouvé un autre local. Et je me suis trouvé à moi un autre local. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Du coup, tu trouves ton local. Ouais. C'est ton deuxième, j'imagine, chez toi, mais professionnel. Ouais, d'une certaine manière, ouais. Mm-hmm. Est-ce que tu te rappelles la manière dont tu me décrivais te sentir avec tes clés dans la main quand tu rentrais dans ton appartement? Comment tu t'es sentie là, avec tes clés dans la main, dans ton cabinet de psychologie? Pense qu'il y avait une petite fierté. En repensant à tes années d'études en psychologie, tout ce qui s'est passé entre-temps, ta séparation, je pense qu'il y avait presque un côté presque surnaturel, tu vois. Il y avait un côté, c'est pas vrai, irréel, voilà. Ouais, merci. Il y avait un côté irréel de se dire ça y est, là, en fait, je suis psychologue, j'ai mon propre cabinet, et puis, enfin voilà, c'est un cabinet assez sympa que j'ai essayé de décorer à mon image. Pour moi, c'était super important d'avoir. Tu t'es dit à ce moment-là que ça y est, t'étais à ta place? Ouais, là, ça faisait du coup 4 mois que j'avais commencé, j'avais déjà quelques patients, donc je me disais, j'étais un peu rassurée sur le fait que bon. Je viens de démarrer, mais ça prend, quoi. J'ai quand même déjà des patients. Maintenant, j'ai un beau local. Ouais, là, c'était. Alors, il y avait toujours de l'anxiété. Il y en a toujours un petit peu, ça m'arrive, parce que. Je pense qu'il faut aussi accepter les bagages qu'on a. Ouais, et puis parce que le boulot d'entrepreneur, il n'est pas linéaire. Enfin, je veux dire, t'as des moments dans l'année où t'as des patients, des clients. Il y a des moments dans l'année où il y a des creux. Il y a des. Donc c'est chaque. Ça après c'est un challenge personnel et professionnel en même temps. Donc les 2 premières années, j'étais quand même assez angoissée, avec un petit syndrome de l'imposteur qui venait de se rajouter, où je me sentais pas légitime, pas assez ceci ou pas assez cela. Et là, depuis 1 an, ça va mieux, on va dire. J'ai vraiment trouvé mes marques, j'ai trouvé mon style entre guillemets en tant que thérapeute. Ça prend du temps tout ça. Ouais, ça prend du temps et ça continue toujours, quoi. Je suis toujours dans une démarche en plus de continuer à me former, d'apprendre des nouvelles choses. Donc je sais que ça va évoluer, mais là j'ai quelque chose d'un peu solide qui me convient bien, quoi. Et alors t'as un mantra que j'aime beaucoup, qui m'a énormément parlé la première fois que tu me l'as dit, c'est tout simplement cultiver la tolérance à l'incertitude. Ouais. Mais alors, comment on entretient, comment on entraîne ce mantra? Ça passe déjà par sûrement faire le tri entre les choses que je peux contrôler et les choses que je ne peux pas contrôler. Des fois, je pense qu'on met beaucoup d'énergie à essayer de contrôler des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et donc, du coup, c'est sans fin parce qu'on essaie de gagner du contrôle sur quelque chose qui nous échappe complètement. Par essence, on ne peut pas avoir de contrôle sur ces choses-là. Et donc, ça déclenche énormément d'angoisse et d'anxiété. Donc, il y a sûrement ce premier tri à faire de dire, voilà, ça fait partie des choses que c'est comme la météo. Je ne contrôle pas quel temps il fait aujourd'hui. Donc, je vais arrêter de me battre sur ces choses-là. Il faut que j'accepte parce que j'ai pas le choix, quoi. Là, c'est comme ça. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle. Et plutôt d'essayer de mettre son énergie sur ces choses-là, quoi.
Quand on est femme expatriée, qu'on a la sensation justement de perdre le contrôle de sa vie, Mhm. parce qu'on est happé par un tourbillon comme celui dont on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que... Toi qui maintenant es une psychologue avertie, qu'est-ce que tu peux conseiller à ces femmes finalement? Quel est le meilleur conseil que tu peux donner pour traverser ce tourbillon quand on se pose plein de questions, qu'on est face à des incertitudes et où on constate qu'on ne peut pas tout contrôler? C'est une question difficile parce que c'est aussi tellement subjectif et personnel. Moi, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de pas attendre, en fait, d'être au pied d'un mur pour se poser ces questions-là. Déjà, pour se poser la question de la satisfaction. De qu'est-ce qui me satisfait au quotidien dans ma vie, que ce soit ma vie d'expat, là on parle d'expatrié, mais ça pourrait être très bien dans ma vie en France. Oui, mais en France, on a peut-être la famille plus à Oui, proximité. c'est ça, En c'est-à-dire expatrié, qu'on t'es a vraiment plus, toute on a, seule. on a plus d'aide, quoi. Donc, mais c'est la ça. question de la satisfaction, pour moi, elle est vraiment importante. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est un des outils, voire même l'outil que ma thérapeute m'avait transmis à l'époque et que j'ai gardé encore aujourd'hui, c'est cette idée de la satisfaction. Et c'est une question que je me pose tous les jours, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai des trucs à faire, ou qu'on me demande est-ce que tu es libre pour faire ci, pour faire ça, je me pose toujours la question de la satisfaction. Est-ce que ça me satisfait? Et quand on se pose la question de la satisfaction, on se pose pas la question du bonheur. On se dit pas oh, ouais, c'est extraordinaire, c'est génial. Non, c'est juste est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que ça me va? Est-ce que je trahis pas mes valeurs si je fais ce truc-là? Et alors évidemment qu'il y a des tas de choses qui sont pas satisfaisantes et qu'on est obligé de faire parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on est maman, parce on a un boulot, parce qu'on est adulte, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont pas forcément satisfaisantes, mais on peut pas y couper. Mais par contre, il y a un tas de choses qu'on fait qui ne sont pas satisfaisantes pour nous et que finalement, quand on regarde bien, on n'est pas dans l'obligation de les faire. Et on a le pouvoir de dire non, ça, j'ai pas envie de le faire parce que ça me satisfait pas. Et je pense que ça, c'est un outil qui est vraiment important et c'est une question qu'on peut se poser quasiment tous les jours. Les femmes expatriées qui sentent qu'il y a un problème dans leur situation mais qui n'arrivent pas encore à cerner ce qui ne va pas, qui sont perdues, quel outil, quel exercice tu peux conseiller à faire chez soi pour comprendre peut-être les choses qui font que ça va pas, qu'on n'est pas aligné et qu'on peut aller... tout simple, quoi. Tu vois, genre le journaling, c'est-à-dire que le soir, dans ton lit, tu reviens sur des choses qui se sont passées dans la journée, des différentes émotions que tu as pu ressentir et tu essaies de mettre le doigt sur les choses un peu inconfortables. Là, ce matin, j'étais triste ou là, tout à l'heure, j'étais en colère. Et de labelliser l'émotion, déjà, pour gagner un petit peu en intelligence émotionnelle. Ouais, et d'écrire un carnet, une espèce la journée, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Ouais, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Et les choses qui m'ont pas plu, d'essayer de comprendre quel était le contexte. C'est-à-dire cette émotion inconfortable que j'ai ressentie, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Est-ce qu'il y a eu des événements juste avant? Est-ce que c'est en réaction à quelque chose? Est-ce que j'ai eu un certain type de pensée? Est-ce que je me suis dit ceci ou cela et du coup derrière je me suis sentie triste, je me suis sentie en colère ou je me suis sentie déçue ou peu importe l'émotion. Donc d'essayer de comprendre d'où elle vient en fait cette émotion, qu'est-ce qui l'a déclenchée. Et à force de faire ce travail, en fait on se rend compte que il y a des espèces de schémas qui apparaissent et que nos émotions inconfortables, on se rend compte que généralement c'est toujours les mêmes causes pour les mêmes conséquences en fait quoi. Ouais. Et donc ce travail de journaling, il permet de mettre en évidence ces patterns. D'accord. Donc on apprend à se connaître un petit peu mieux. Et puis à partir de là, on peut faire le choix, et on n'est pas du tout obligé, mais on peut faire le choix de passer à l'action et de dire qu'est-ce que je peux mettre en place, ne serait-ce que une toute petite première action qui me permettrait de faire les choses différemment. C'est-à-dire que d'habitude, j'agis comme ça, mais là, cette fois-ci, je vais agir autrement. On en revient toujours au fait de ce besoin de se reconnecter à soi quand même. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment beaucoup d'égoïsme quand on fait ça.
prendre du temps pour soi, faire du sport ou peu importe. Il y a cette idée de mais c'est pas bien. J'ai l'impression que beaucoup de femmes le vivent avec une certaine culpabilité. D'accord. Ça, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup en consultation de femmes expatriées. Ouais, qui sont beaucoup dans la culpabilité de prendre un moment pour elles. De prendre un moment pour elles, parce que quand elles prennent un moment pour elles, elles sortent de cette position un peu sacrificielle. Ouais. Alors, c'est pas toutes les femmes, mais je pense qu'un certain nombre ressentent ça, quoi. Parce que beaucoup sont en expatriation parce qu'elles ont suivi leur conjoint, elles ont quitté leur boulot, et donc elles se sont mises dans cette position un petit peu sacrificielle, ou en tout cas qu'elles visent comme étant sacrificielle. C'est-à-dire que je mets de côté mes envies professionnelles, je mets de côté mes rêves à moi pour servir la famille, Et ça, c'est lié à des propres moules qu'on a depuis l'enfance. Ouais, ça, c'est lié à Ou en tant que femme, il faut qu'on soit performante et qu'on assure le côté familial. Mais est-ce que ça nous revient pas, pardon de l'expression, mais dans la tronche à un moment ou l'autre ? Si, moi je pense qu'à partir du moment, enfin en tout cas c'est moi même ce de que j'ai manière vécu personnellement, quoi. À partir du moment où il y a une espèce de désalignement entre qui on est vraiment, nos rêves, ce qu'on a envie de faire de notre vie, même si c'est des choses qui paraissent absolument farfelues, et la vie qu'on mène au quotidien. Si on est plutôt une femme indépendante, qu'on a toujours travaillé, qu'on a son propre appart, qu'on est, enfin voilà, peu importe, et que d'un seul coup on se retrouve en expatriation, mère au foyer, alors que, encore une fois, c'est complètement ok d'être mère au foyer, c'est pas la question, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui nous correspond ? Forcément que ça va nous revenir à la figure. Ouais. Discuter avec d'autres femmes, échanger sur ces questions-là, essayer de passer cette barrière et c'est une grosse barrière, de la honte, de ce truc de mais je vais être jugée, y a que moi qui ressens ça, les autres femmes elles sont super heureuses. Non, mais encore une fois, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Vous n'êtes pas seul. En fait, non, mais c'est les 3/4 en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça touche tout le monde. J'ai pas les Vraiment. chiffres, mais je pense qu'il y a une majorité de femmes dans cette situation qui se sentent mal, en tout cas ponctuellement, quoi. Et donc en parler à d'autres femmes, comme ici, ce podcast qui permet de verbaliser ces difficultés-là, c'est super important, quoi. Et puis de les déculpabiliser aussi. C'est ça. Je veux dire, c'est des choses qu'on vit toutes, des questions qu'on se pose toutes, des situations compliquées dans lesquelles on peut tout être, et on a l'impression que comme on est en expatriation, on n'a pas d'issue, alors qu'il y en a toujours une d'issue, mais faut la trouver et prendre le courage d'aller de l'avant pour penser aussi à soi. Et ça passe forcément par l'acceptation de là, il y a un problème. Ouais. Oui, en fait, la première étape, c'est d'accepter que telle chose ne nous convient pas, ne nous ressemble pas. Et on peut, tout en restant en expatriation, se réaligner. Ouais, je pense que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai réussi à accomplir. À faire, oui. Mais oui, je pense que c'est tout à fait possible, quoi. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais que les auditrices qui nous écoutent retiennent ? Ne pas attendre d'être dans une position difficile pour se poser ces questions-là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent trop ? Qui attendent en se disant non, parce que moi j'ai un super mari, ça m'arrivera jamais, jamais je vais me séparer, ou jamais. Et des fois, c'est pas forcément des divorces. Je veux dire, il peut aussi arriver une maladie ou un décès ou quelque chose qui fait que notre vie est bouleversée du jour au lendemain. Et autant, je pense que se faire des scénarios à longueur de journée et se rendre anxieuse à penser au pire, c'est pas la solution. Ouais. Mais se poser de temps en temps la question. Si demain ça arrivait. Si demain, il y avait quelque chose, peut-être que ça peut être quand même intéressant de se la poser, quoi. Et tolérer cette incertitude, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la tolérance à l'incertitude, que la vie que je mène maintenant, elle est pas, elle peut littéralement être bousculée en une seconde. Et de l'accepter. Et d'accepter que ça fait partie du jeu, et que ça fait partie de la vie, en fait. Ouais. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi d'avoir écouté tous
bavardage, je parle beaucoup. Pour moi, c'est un vrai plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ce parcours qui est de haut, de bas, mais qui est hyper riche parce qu'au final, tout ce qu'on peut retenir, c'est que tu es quelqu'un de très forte qui a su se reconnecter à soi, se rendre compte dans quelle direction tu avais besoin d'aller, de poser tes limites, de dire ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Et je trouve que c'est très fort, c'est très encourageant. Et c'est un super exemple. Donc merci beaucoup, en tout cas, pour ta présence ici aujourd'hui. Je te fais de gros bisous. Ouais, moi aussi, merci beaucoup. Et je te dis à bientôt autour d'un café à La Haye, pour le coup. Avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt. Salut. Voilà ma beauté, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a peut-être déculpabilisé et inspiré à tracer ta voie toi aussi. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes et laisse ton avis parce que j'adore lire vos retours. Et surtout, partage-le à une amie si tu penses que ça peut lui faire du bien. Rejoins aussi la communauté Girls in Expat sur Instagram pour suivre l'aventure et venir discuter avec moi, si le cœur t'en dit bien sûr. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview et dans 2 semaines pour un épisode solo rien qu'avec moi. Prends bien soin de toi ma beauté. Je t'embrasse et je te dis à très vite.